je vous interromps. Bonsoir à toutes et tous. Merci de rester fidèles à ces soirées des dîners littéraires bruxellois. Ce soir, pour ce premier rendez-vous de l'année, une rencontre que j'attendais avec impatience, avec quelqu'un que je connais depuis un certain temps, une femme livre et une femme libre, on le verra, Muriel Claude. Merci déjà, Muriel, d'avoir accepté cette invitation ce soir. Avec grand plaisir, Ronnie. Voilà, merci à toi. Alors, Muriel Claude, pour certains, vous la connaissez très certainement, du moins ceux qui se baladent de temps en temps du côté de la place des Martyrs, à la, vous connaissez la maison CFC, anciennement la librairie Quartier Latin, hein. Eh bien, Muriel Claude officie là depuis de nombreuses années en tant que libraire, notamment, mais aussi en tant qu'animatrice littéraire, de débats littéraires, et aussi récemment, une nouvelle facette, puisque tu es chargé aussi de projets éditoriaux. Oui, donc beaucoup me connaissent sous mon nom Muriel Verhagen, puisque c'est sous ce nom-là que j'officie depuis pas mal d'années maintenant dans cette librairie. Et depuis le mois d'avril, effectivement, je fabrique des livres, ou j'apprends en tout cas le métier de fabrication des livres, qui est très passionnant et qui me permet de boucler en quelque sorte la boucle de ce long voyage avec le livre que j'ai commencé il y a longtemps, je ne dis pas quand. Voilà. Mais on en saura peut-être un peu plus au cours de la soirée, puisque, voilà, on connaît cette facette de toi, mais il y a bien d'autres cordes à ton arc, puisque on va parler ensemble ce soir, bien sûr, de livres, de littérature, d'écriture, puisque Muriel, tu euh, publies et tu écris. On parlera bien sûr de ce dernier ouvrage publié dans la collection Poésie chez Flammarion, Arrangement floral, qui nous retiendra en deuxième partie d'entretien. Mais on va parler de photos aussi, d'images, et puis de déambulation à travers Bruxelles, des thèmes que on va aborder ensemble. Mais avant de parler, avant d'évoquer ces différentes facettes, je voudrais qu'on commence par... alors, vous avez sans doute eu le programme de la Maison de la Francité, les petits textes de présentation, et Muriel m'avait suggéré cette phrase: Enfant, Muriel Claude cachait des livres jusque dans les poches de ses vêtements. Voilà. Alors ça donne évidemment tout de suite le ton, l'ambiance, parce que dans cette phrase, il y a le verbe cacher, qui implique une sorte de secret, chose un petit peu mystérieuse, et bien sûr le livre. Alors, peut-être cette première question, Muriel, pour comprendre justement ton rapport au livre, et on va le voir, un rapport presque, à certains moments, très charnel, très sensuel avec le livre. Euh, Déjà, je peux dire que tu fais aussi de la reliure, tu pratiques la reliure, on y reviendra. Mais donc, finalement, dans cette phrase, Muriel Claude cachait des livres. Pourquoi les cachais-tu? Est-ce que c'était pour les dérober à un regard? Est-ce qu'il y avait des livres, par exemple, chez toi, dans la famille? Il y avait une bibliothèque dans laquelle tu pouvais puiser? Quel est ce premier rapport un peu mystérieux? Je vais d'abord parler de ça en utilisant une image qui n'est pas qu'une image, qui est une réalité physique, c'est-à-dire la question de la doublure des vêtements. Ça fait très longtemps que parmi les différentes activités que je pratique, je me fais faire des vêtements par une couturière. Pour moi, entre me faire faire un vêtement, relier un livre, fabriquer un livre comme éditeur, c'est un geste finalement qui se répète et qui est très proche. Mais la doublure, que je réfléchis longuement avec la personne qui me fait des vêtements, elle est invisible. Il n'y a que moi et qu'elle qui connaissons cette doublure qui est au moins aussi bien choisie et aussi raffinée que ce qu'on voit. Donc, ça dit déjà quelque chose d'un rapport à ce qui est montré et ce qui est caché, qui m'intéresse beaucoup et que tu relèves cette phrase, elle est en fait tout à fait centrale, la question
du secret. Alors, pour répondre très concrètement à ce que tu me demandes, quand j'étais enfant, donc il y avait des livres à la maison parce que mes parents sont des lecteurs, des enseignants aussi, des enseignants profs de français, donc il y avait beaucoup de livres à la maison. Mais c'était pas tellement finalement dans cette bibliothèque que je prenais des livres, et finalement cette question de cacher est très liée à l'école, au fait que la découverte, évidemment, comme pour tous les grands lecteurs, le choc de l'apprentissage de la lecture a été fondamental. Et à partir de ce moment-là, a occupé toute ma vie, en fait. Et dans un moment en plus, je pense que j'étais une enfant plutôt secrète et réservée. Et donc, j'avais toujours avec moi pour aller à l'école au moins 2, 3 livres pour tenir la journée. Et donc, l'instituteur me les confisquait parce que la demande était de se mêler au groupe, de jouer pendant la récréation, de ne pas lire sous le banc pendant la classe. Et donc, je cachais effectivement des livres pour être sûre que quand le livre était confisqué, il y avait de toute façon au moins 1, si pas 2 livres de réserve. Je m'en tiens là pour l'instant. Alors, évidemment, ce côté secret, caché, on va y revenir parce qu'il va nous servir un peu de fil conducteur tout au long de cette discussion. Mais alors, tout de suite, pour illustrer peut-être ce que tu viens de dire et le rapport justement au corps, du livre au corps, et du corps finalement aux vêtements, toute la sensualité que ça implique. On connaît peut-être la phrase de Roland Barthes dans Le plaisir du texte, hein, l'endroit le plus érotique du corps, c'est là où le vêtement bâille, hein, on est dans justement le pli et le repli, c'est-à-dire aussi tout le vocabulaire du livre, justement, et de la reliure, puisqu'on parle du dos, d'une reliure des plats, de reliure des nerfs en reliure, etc. La tête, le pied, etc. La queue. Et la queue, bien sûr, bien sûr. Et donc, ce rapport-là, Muriel en a beaucoup parlé et l'a évoqué dans un livre publié maintenant il y a une dizaine d'années, non? 2014, 9 ans. Oui, c'est ça. Dans ce très bel ouvrage, on va voir aussi que les différents livres dont on va parler, il y a justement, on a ici une importance, une acuité accordée à l'objet livre. Donc ce livre que tu as publié à 4 mains avec Pierre Mertens, qui s'intitule « À la proue », et où tu évoques, alors à la fois par des textes et à la fois par des photos, le livre, bien sûr, par le biais d'une librairie où tu as travaillé, librairie de livres d'occasion et livres anciens. Oui, à la proue. Donc le titre « À la proue » n'est pas « La proue » avec 2 majuscules qui était le nom de la librairie. C'est une librairie qui se trouvait 6 rue des Éperonniers, près de la Grand Place, que certains ont bien connue, toute petite, qui avait un fonds de livres très spécialisé, notamment dans le domaine du surréalisme belge. Et j'ai commencé à apprendre le métier de libraire dans ce lieu-là pendant 3 ans. Et quand j'ai quitté cette librairie, quand j'ai dû la quitter, j'ai décidé de faire une série photographique. C'était une façon pour moi de faire le deuil du lieu et encore une fois, effectivement, de montrer par cette série de photos, il y en a 56 qui sont reproduites dans ce livre, ce qui était caché dans cette librairie. Donc, pas la partie visible qui était le rez-de-chaussée ouvert sur la rue, mais tout ce qui se montrait et se cachait à partir du moment où on prenait l'escalier, qui était comme une colonne vertébrale, avec la rampe qui était une corde, en fait, pratiquement, et qui menait du rez-de-chaussée au 3e étage. Et dans ces 3 étages se trouvaient entassées les réserves. Donc des livres qui étaient stockés là. Il y avait par exemple la baignoire de poésie au 2e étage. Donc le libraire qui avait constitué ce lieu, qui était assez connu dans le milieu de la librairie à Bruxelles et qui s'appelait Henri Mercier, avait stocké là une quantité incroyable de livres qui étaient en quelque sorte livrés à eux-mêmes.
Donc dans un état de, j'allais dire, de solitude rêveuse. Et la lumière dans ce lieu était très très belle en été. C'était une petite maison ancienne comme il y en a près de la Grand Place. Et donc j'ai décidé de faire ces photos à la lumière naturelle. Quand j'arrivais le midi, entre midi et 14 heures, avant de prendre mon tour de garde, j'étais employée là l'après-midi de 14 à 18 heures. Et donc, porte fermée, à clé, j'entamais mon tour de garde par cette série de photos, étage par étage, marche après marche, depuis le rez-de-chaussée, le long de la corde de la rampe, jusque tout en haut. Alors, c'était de l'argentique. Ce sont des photos que j'ai imprimées moi-même dans une petite salle de bain, comme beaucoup qui travaillaient avec la photographie argentique, sur un papier qui est lui-même très sensuel dans sa matière. C'est un papier qu'on ne trouve plus maintenant qui s'appelle le Toura, qui était un papier très épais, couleur un peu rosée, couleur chair. Et ces photos, d'ailleurs, quand on les expose, je les ai montrées qu'une seule fois, elles ont tendance à se replier sur elles-mêmes. C'est un papier qui est très fort, un grammage de papier épais, et donc elles se replient un peu comme des fleurs qui se refermeraient. Et ça fait partie pour moi de la magie de ces images qui montrent un monde non pas abandonné, mais oui, je dirais, oui, livré à lui-même. Et donc, cette série de photographies qui n'avait jamais été montrée, tout à coup a été légendée. Ça, c'est un terme que je reprendrai à Pierre Mertens, que j'ai rencontré en 2007, à qui j'ai montré ces photos et qui m'a dit « Vous devez maintenant les légender ». Et le texte qui suit en fait la série d'images est un texte sensible sur qu'est-ce que c'est ce métier étrange de libraire. Ça veut dire quoi, être là, assis sur une chaise et attendre que quelqu'un pousse la porte pour acheter et choisir un livre. Alors, je te propose peut-être pour illustrer ce que tu viens de dire et puis pour illustrer ce rapport au corps, un petit extrait de ce livre, donc à la proue, publié il y a 9 ans. Alors vous verrez simplement avant de commencer à lire que ce livre est toilé. Donc il a une reliure en toile qui est aussi un choix et qui là aussi dit la matérialité et le rapport au tissu. Et d'une certaine manière, le texte pourrait être la doublure. Le corps du livre et mon corps sont partie prenante. L'un est le miroir de l'autre. Je l'ai découvert par la pratique de la reliure. J'utilise les mots du corps pour parler des livres, le dos, la tête, la queue, les nerfs, la coiffe. Et les mots du livre pour parler du corps, emmailloté, paré, comblé, cambré, décambré. J'habille les livres que je relis de tissus dont sont faits mes vêtements. Je suis ainsi tout à la fois le vêtement et sa doublure, la couvrure du livre et ses gardes intérieures. Et parfois, je retrouve entre les pages un long cheveu au burn. Je suis assise à tes côtés devant la fenêtre, à ta table de travail. Tu poses la main sur une édition des poèmes d'Émilie Brontë que je viens de relier, avec un dos en maroquin Havane et des plats en tweed gallois brun chiné, les chutes du tissu de la jupe longue que j'ai portée tout l'hiver. La série de photographies se clôt sur cette image, le palier du grenier, quelques boules de papier chiffonnées sur le sol. Voilà, à la lecture de cet extrait, on a nos trois premiers mystères chez Mériaclo, le secret, le livre et le tissu, le vêtement que on a dans la brève description de départ. Alors, je voulais terminer cet extrait, qu'on s'arrête ici sur ces photographies qui ici ouvrent le livre, vraiment. On pourrait presque dire que les photos du début du livre entrouvrent le rideau, finalement, de cette scène qui est une librairie aussi. La première photo de la série, d'ailleurs, c'est un rideau, effectivement, qui est enroulé autour du début de la rampe. Donc on rentre effectivement dans un théâtre secret. Et le choix, bon là c'est une chance d'avoir pu faire ce livre exactement comme je souhaitais, dans une forme que j'aurais
rêvé en fait, et qui est d'une justesse parfaite. C'est-à-dire que mon souhait était vraiment qu'on ouvre le livre d'abord par les images et que le lecteur commence par faire l'ascension et passe d'une pièce à une autre, d'un étage à un autre, avant que les mots ne montent. On a parlé de l'écriture, on termine par la photographie. Autre passion pour toi, on l'a compris, on le sent quand tu en parles, mais à quel moment découvres-tu la photo? Par quel biais? Est-ce que c'est parallèlement au livre, à la lecture, ou bien c'est postérieur? La photographie, évidemment, forcément, je dirais, est liée à la question du regard. Regarder, c'est sans doute mon occupation principale avec la lecture. Et je la découvre quand j'ai 12-13 ans, où mon père me donne un appareil photo, à l'époque un réflexe de la marque Practica. Et je commence tout de suite à travailler avec cet appareil et en même temps, je fréquente un petit peu un atelier photo dans l'école où il donnait cours d'ailleurs. Mais c'est devenu très vite, là aussi, une seconde nature, mais encore une fois, c'est secrète effectivement, dont je n'ai jamais fait, en tout cas pas étalage, je n'ai pas fait d'exposition de photos, et j'ai beaucoup aimé la pratique de la photographie argentique parce qu'il y a quelque chose de tellement méditatif dans l'impression des images et la montée de l'image dans le révélateur. Pour ceux qui ont vécu cette expérience, c'est quelque chose d'assez unique que la photographie numérique ne propose pas. On est dans un autre monde, en fait. Quand j'ai imprimé les photos de la proue, je les ai toutes imprimées en écoutant l'émission de Paul Roland, La musique et le texte. Pour moi, elles sont très, très liées à l'écoute de cette émission et donc à l'écoute de l'écriture. L'un va avec l'autre. Tu parlais effectivement de couverture toilée tout à l'heure. Tu avais publié un texte, enfin, illustré un texte. Tu vas nous dire comment peut-être vous avez travaillé, un texte alors un peu plus ancien. Hein. On est en quelle année là? On est en 2009, je pense. Oui, tu parles de voyageurs que nous sommes. Alors, ce n'est pas en l'occurrence un texte, je n'ai pas illustré, les photos étaient premières. Le texte, qui n'est pas de moi, qui a été écrit par Marc Dugardin, est venu accompagner des images que je lui ai proposées. Donc là, je suis, ce qui me plaît, muette. C'est-à-dire que les photos parlent pour moi, avec moi, mais il n'y a pas de mots. Et les mots sont venus donc par Marc Dugardin, et le sujet du livre, ce sont des voyages en train. Donc photographie prise par la fenêtre du train, donc d'un paysage en mouvement. Et ce voyage en train que je fais depuis, parce que je suis quelqu'un de très fidèle dans mes attachements et mes pratiques, donc je suis libraire depuis très longtemps, je ne vous dis pas donc depuis combien de temps. Je pratique la reliure depuis le moment où j'ai commencé à travailler à la librairie Quartier Latin, donc là aussi ça fait beaucoup de temps. Et je fais de la reliure dans un atelier qui se trouve dans les Ardennes, près de Bertry. Donc une fois par mois, je prends le train pour me rendre dans cet atelier et je fais des photographies, ou j'ai fait des photographies. Donc là, encore une fois, la photographie et le travail sur le livre sont comme les deux faces d'une même médaille. Parce qu'on a ici aussi un livre très, très soigné, avec ce tissu de nouveau aussi, et les textes de Marc Dugardin. Alors, j'aurais voulu juste vous lire un des textes qui, en regard d'une des photos, la gare désertée avait perdu jusqu'à son nom. Un rêve l'a retrouvé sans exiger d'autres preuves que cette vibration des lèvres, ce clignement de la mémoire. Je trouve que c'est une phrase très belle dans le sens où elle me semble illustrer justement l'acte photographique, le clignement de la mémoire. Parce que je reviens encore une fois, mais ça sera la dernière fois, je vous promets, à Barthes, parce que en préparant cette rencontre, j'ai relu quelques passages de La Chambre claire de Roland Barthes, et il dit ceci à un moment de la photographie.
Il dit une photo doit nous porter, elle doit être habitable et non visitable. J'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai retrouvé justement le travail que tu fais en tant que photographe, mais aussi peut-être, et on le verra dans l'écriture, on le verra avec le dernier texte. Quand il dit ça, quand Barthes écrit ça, il dit habitable, la photo doit être habitable, c'est-à-dire qu'on doit l'habiter, on doit paradoxalement s'y ancrer, trouver un ancrage, mais pas un ancrage pour nous fixer, un ancrage pour soit créer, générer des souvenirs futurs, ou bien se souvenir de souvenirs réels que l'on a vécus, c'est-à-dire l'enfance. Il y a, dans ton travail, me semble-t-il, ce va-et-vient constant entre une sorte d'ancrage et une sorte de mouvement constant que Barthes décèle dans l'acte photographique. Je ne sais pas si tu es dans cette optique-là, on parlait photographie. Ben, pour moi, d'abord, les deux plus beaux textes que j'ai lus sur la photographie, c'est effectivement La Chambre claire de Barthes et puis L'image et son ombre de Jean-Christophe Bailly, qui a publié un second livre sur la photographie récemment que je n'ai pas eu l'occasion de lire, mais qui dans les deux cas sont, je le répète encore une fois, des méditations sur l'image argentique. Parce que le rapport au temps de la prise de vue, l'image argentique, est tellement différent, et je ne mets pas du tout de jugement de valeur là-dessus, mais c'est un rapport au temps qui est totalement autre. La prise de vue numérique est immédiate. La photographie argentique, ça s'inscrit dans une temporalité que j'ai moi-même beaucoup utilisée parce que, par exemple, ça m'intéressait beaucoup d'imprimer ou de développer des images que j'ai pu prendre 10 ans auparavant, par exemple. Pas du tout de travailler dans l'immédiateté, au contraire, c'est de laisser ce dépôt. J'aime beaucoup tout ce qui est décantation, distillation, dépôt. Qu'est-ce qui reste en fait après que le temps ait fait son œuvre? Quel est le précipité en fait du temps et comment est-ce qu'il se dépose sur le papier sensible de la photographie, mais aussi sur d'autres supports éventuellement. C'est pas... Et donc évidemment, le rapport à la mémoire et à l'enfance fait partie de cette méditation, tout à fait. Et du coup aussi, par exemple, Voyageurs que nous sommes, cette façon de... Donc Voyageurs que nous sommes, c'est une phrase de Virginia Woolf qu'on a repris comme titre. Et puis ce paysage que j'ai photographié et qui m'échappe à chaque instant, puisqu'il est dans un défilement, et je le retiens sans le retenir en fait. Il est de toute façon déjà disparu au moment où la photographie est prise. Et ça m'a beaucoup intéressée. Les textes de Marc Dugardin, il y a ce rapport au corps, évidemment, à la vitesse et au mouvement, où rien n'est immobile en fait. Comme le souvenir constant et la mémoire n'arrête jamais de travailler finalement. Est-ce que la photo pour toi, comment conçois-tu justement cette relation entre photo et écriture, entre photo et littérature? Qu'est-ce qui lie finalement dans ton travail les deux approches, les deux techniques? Récemment, j'avais trouvé une petite phrase qui me semble résumer bien ça, c'est « Je regarde et j'écris ce que je vois ». Et donc la nuance est très très importante et très fine entre la captation, je regarde et je suis captée par des tas de choses, dans des déambulations, des voyages, et puis l'écriture permet d'aller dans la profondeur de ce que j'ai regardé et de ce que j'ai vu. Je vous lirai tout à fait en fin de rencontre un texte que j'ai écrit qui a été publié dans la Libre entre Noël et Nouvel An, donc ça c'est tout récent, où c'est très, très, très clair en fait ce passage de l'un à l'autre. C'est pas du tout un texte journalistique, c'est un texte d'écriture et qui montre bien le passage entre je regarde, j'écris ce que je vois. Et donc, d'une certaine façon, pour moi maintenant,
l'écriture prend presque le relais de la photographie et est équivalente. Il y a une façon de pratiquer la photographie par l'écriture. Et je pense que ce passage s'est également fait parce que c'est vrai que je suis aussi très frappée, parfois heurtée par la façon dont la photographie numérique est utilisée aujourd'hui, de manière tellement compulsive qu'il y a quelque chose du mystère de la photographie, pour moi, qui disparaît, et ça m'a juste donné envie d'arrêter de photographier. Mais en fait, je continue. Je suis, je pense, profondément photographe, mais ça ne veut pas dire pour autant que je fais encore des photographies. J'écris, mais c'est le même geste. Alors, oui, effectivement, le texte que tu nous liras peut-être à la fin, qui est paru donc dans une sorte de... qui est aussi une sorte d'instantané, finalement, de tes déambulations journalières à travers la ville. Mais on arrive à ce texte, arrangement floral, donc publié l'année passée. Alors, texte pas évident à approcher. On va essayer de vous en révéler, justement. Comme la photographie, on essaie de révéler quelques secrets de ce livre qui a pour toile de fond alors une autre corde là, que je ne connaissais pas du tout à ton arc, tes arcs, qui est l'ikebana. Alors, pratique japonaise que tu peux peut-être nous situer un petit peu. Donc j'aime les fleurs, c'est quelque chose de très ancien et je dirais de tout à fait spontané. Et très tôt, en fait, vers 18 ans, je me suis inscrite à un cours d'ikebana, donc l'art floral japonais. Il m'intéressait beaucoup, sans savoir la moindre chose là-dessus, et qui est évidemment une pratique très très loin de la façon dont nous faisons des bouquets chez nous. Et qu'est-ce que cela signifie, puisque c'est une pratique en fait méditative. Mais j'ai donc, je le raconte longuement dans ce livre, je suis passée d'une école, parce qu'au Japon, l'ikebana se pratique avec des esthétiques différentes et il y a des écoles différentes qui ont des esthétiques différentes. Et donc, je suis passée d'une école à l'autre et j'ai appris petit à petit cet art qui est très particulier, très étrange et qui est basé sur le rapport entre le vide et le plein, une architecture en triangle dans l'espace qui utilise des matériaux en chiffres impairs, 3 branches, une fleur, 5 branches, 3 fleurs. Donc on est toujours dans une forme d'imperfection, c'est-à-dire le chiffre impair. Et ces bouquets se construisent soit dans des vases hauts ou des vases qui sont des plans d'eau, en fait, où on reconstitue une surface, un paysage, une profondeur. Donc, c'est quelque chose qui est très, très loin du bouquet, la masse de fleurs qu'on a tendance à voir chez les fleuristes et dans la pratique qu'on a ici de l'arrangement floral. Le mot arrangement étant d'ailleurs très, très lié à la pratique de l'ikebana. On fait un arrangement. On arrange les fleurs. Et donc, moi, je fais de l'ikebana donc depuis l'âge de 18 ans et c'est quelque chose qui s'est profondément inscrit dans ma sensibilité. Et je reviens à ce que je disais tantôt, construire un vêtement, c'est faire de l'ikebana pour moi. Faire de la reliure, d'une certaine façon, c'est aussi faire un arrangement. Il y avait d'ailleurs à la Cambre, dans les années 50, un homme d'origine russe qui s'est retrouvé chef d'atelier à la Cambre et qui s'appelait Tchekeroul. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce nom. Et ce monsieur Tchekeroul, qui ne connaissait pas du tout la reliure, mais qui était maroquinier, pendant la guerre, a commencé à fabriquer des sacs à main pour sa femme, des copies de sacs Delvaux. Et puis comme il maniait évidemment les peaux très bien, des voisins de palier lui ont dit « Mais tu pourrais faire de la reliure bibliophilique ». Et c'est devenu un artiste tout à fait exceptionnel. Il s'est retrouvé à la tête de l'atelier de reliure de la Cambre et il lisait à ses étudiantes japonaises, parce qu'il y avait énormément de japonaises qui suivaient ses cours, il leur lisait le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc. C'était la lecture qui rythmait tous les cours de reliure et qui est donc
comme l'ikebana, en fait, parce que c'est très proche, la précision du geste, la construction, la structure, avec un matériau qui est euh, fragile. Et je terminerai en disant une chose qui m'a fort frappée et qui est un des points de départ de ce livre, c'est que dans toutes les formations, les stages, les cours, les séminaires que j'ai faits en ikebana, ce qui m'a toujours frappé, c'est le geste de beaucoup de personnes qui faisaient des bouquets en même temps que moi, c'est-à-dire absolument photographier le bouquet dès qu'on l'a terminé pour le retenir, le garder, l'avoir comme modèle, le reproduire. Et j'ai toujours été très, très troublée par ce geste, me disant d'ailleurs que si un jour je donnais des cours d'ikebana, ce qui n'est pas du tout impossible, c'est, je pense, la première chose sur laquelle je ferais réfléchir les personnes qui suivraient les cours, c'est pourquoi ce geste? Parce que l'ikebana, c'est l'impermanence, évidemment. Donc, c'est un bouquet qui dure le temps du bouquet et c'est tellement bref que vouloir le photographier pour le retenir, d'une certaine façon, de mon point de vue, c'est l'annuler. Il disparaît dans ce geste. Et cette réflexion, je pense que pour moi, elle parle aussi beaucoup, non seulement de ma pratique de l'ikebana, mais de la façon dont je me fais faire des vêtements, mais de l'écriture, le rapport au paysage qui disparaît et que j'essaye de capter quand même, etc. C'est une totalité. Mais l'ikebana a forgé un geste et un regard et une pratique. Vous sentez un peu la cohérence du travail chez Muriel Claude, parce que, alors, autre strate dans ce livre, qui a comme toile de fond, on l'a compris, cette pratique euh, artistique, harmonieuse, tout en ayant cet équilibre dans l'inachevé dont tu parles, à cette toile de fond, d'une certaine façon, Muriel Claude entremêle des textes beaucoup plus personnels, dans une sorte de minimalisme proche du babil de l'enfance, des souvenirs personnels, à la fois sensuels, toujours un peu mystérieux aussi, c'est pour revenir au secret évidemment, et puis des notes sur la photographie également. Donc ces trois thématiques dont on a compris qu'elles elles constituaient un petit peu ta colonne vertébrale artistique, on les retrouve imbriquées dans cet arrangement, justement, arrangement floral, qui fait écho évidemment à l'ikebana et qui lui-même se retrouve dans l'entremêlement de ces différents textes et de ces différents types d'écriture. Alors, je propose peut-être que tu nous lises un extrait justement sur la photographie pour faire le lien aussi avec, avec ce qu'on a dit précédemment. Ouais, ouais. Donc, je voulais quand même signaler que cette petite partie-là qui s'appelle Notes sur la photographie a comme titre La pierre du gardien de la passe. J'ai pratiqué la photographie argentique par intermittence. De très longues périodes se sont écoulées entre deux séries d'images. Celles-ci ont été peu nombreuses et se sont raréfiées au fil des années. Chaque fois que je sors le minox de son étui, sa pile est plate. J'ai oublié comment l'utiliser. Un vertige s'empare alors de moi, je ne sais plus photographier. Cet appareil qui n'est pas un réflexe me demande de déterminer manuellement la bonne distance, celle qui me sépare du sujet pour qu'il soit net. Je me trompe, je suis toujours trop près, trop proche. Je fais des photos floues, dans lesquelles paysages, objets sont indéterminés, où la profondeur de champ est écrasée, presque inexistante. Mon regard photographique, distinct de mon regard ordinaire, comme la voix chantée peut l'être de la voix parlée, me donne une perception légèrement décalée, modifiée de l'espace, tâtonnante comme la marche d'un jeune enfant qui éprouve des directions, qui cherche à évaluer des profondeurs et le temps qu'il faut pour les traverser. En somme, je photographie comme je traverse une rue, par à-coups. Ouais. Je voudrais retrouver un petit bout de texte qui est dans
la proue, qui parle également de la photographie Et donc, et qui est complémentaire, je trouve. Mais c'est une improvisation totale, voilà. donc il Mais faut que je remette la main dessus. effectivement, on sent dans ton écriture que tout procède de finalement ce secret dont on a parlé au début, c'est-à-dire un travail entre l'image et le mot qui suggère l'intime d'une certaine façon, mais sans le dévoiler complètement. Là, on se rapproche justement de cet inachevé. Tu as trouvé Oui. l'extrait? Dis-moi, où fais-tu la mise au point pour que tout soit net, de la clôture proche de nous, à l'infini là-bas, au-delà de la forêt? Je suis dans le brouillard, comme le hérisson d'un certain conte russe. Est-ce que je souhaite que tout soit net et immobile? La profondeur et le champ, et puis la forêt, sont comme un escalier dont je monte les marches, une par une boîte lumineuse à la main, un œil mécanique qui prolonge le mien. Je veux m'approcher de la clôture, la franchir, je ne vois qu'elle, en quoi me sépare-t-elle du champ? Qu'est-ce qui est clôturé, en clôture? Moi, ce qui est à l'avant-plan, ou le champ lui-même? Je photographie la clôture seulement, je la touche, je devine le champ, il avance, il recule, suis-je à la mer? Où suis-je? La forêt si lointaine est floue, nimbée, je la désire et elle se dérobe, je voudrais tant la rejoindre, les yeux fermés. Alors, je disais effectivement que dans ce travail que tu fais entre l'image et le mot constamment, cet aller-retour, il y a cette volonté de suggérer l'intime, sans totalement le dévoiler, bien sûr. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont dans ce non-dit très violentes, d'une certaine façon. Alors, est-ce que finalement, ce travail, ce subtil dosage que tu fais, est-ce qu'il n'y a pas une façon là aussi d'atténuer, d'une certaine façon, une violence qui est la perte, hein, qui peut être le deuil, la perte, les paroles démesurées, pour atténuer cette violence finalement. Il y a la violence aussi de la perception physique directe, qui est celle d'abord du jeune enfant que j'essaye de décrire dans ce livre et que je mets tout le temps en rapport avec un bouquet. Donc une construction qui est très raffinée, très sophistiquée, qui est maîtrisée. Et puis il y a la montée de la sensation qui est brutale et que l'enfant vit profondément, pleinement, mais sans aucune distance. Et il y a, je reviens encore à cette image de la doublure et du vêtement et de ce qui est montré, de ce qui est caché, et la balance entre les deux sans cesse. Mais il est certain que la doublure peut être splendide et raffinée, mais elle est aussi violente et brutale. Et le dévoilement de la doublure peut être brutal aussi. Peut-être tu peux aussi nous lire un petit extrait justement de ce travail sur le corps, sur la description aussi de la violence que peut recevoir le corps. On peut peut-être, ici, cette partie-là, tu t'arrêtes quand tu veux, peut-être l'indé, qui est une autre façon, une autre technique d'écriture de ce qu'on vient d'écouter. Mon pouce, ma bouche, à l'intérieur calé, mon palais. Les dents serrées, ne pas le perdre, ma salive tiède, salée. Elle coule entre mes dents, sur mon menton, les yeux fermés, j'ai les yeux fermés. Mon pouce prend un bain de salive, l'empreinte de mes dents. Il coule dans ma bouche close, je veux le garder. Cette chaleur, cette humidité, cette tendresse. Laisse-le dans la tasse pleine à ras-bord, un antiseptique pour le désinfecter, il est blanc tout blanc à force. Mon pouce sent mauvais. Je ne sais plus le mettre en bouche, il me donne envie de vomir. Je ne peux plus le mettre en bouche. Je caresse mes lèvres, du dessus, du dessous, avec lui. Je le réchauffe de mon haleine, mon pouce rose qui était blanc. J'ai une queue de cheval.
Elle va me manger, elle va me dévorer. Je serai dans son ventre énorme, la tête en bas, les jambes en l'air. À chacun de ses mouvements, j'ondulerai avec elle. Je serai à l'abri, pourtant. Je l'attends, nous avons un rendez-vous. J'espère qu'elle viendra. Je ne veux pas qu'elle vienne. Je l'attends sagement. Une jupe écossaise rouge, mi-cuisse, soquette blanche. J'ai une queue de cheval. Aura-t-elle la gueule ouverte? Une pâquerette blanche au cœur jaune, toute fraîche, dans ma main droite serrée, entre le pouce, l'index. Il y a plusieurs registres de, de langage finalement dans ce texte qui est assez, on l'a compris, complexe aussi à aborder et qui mérite qu'on le reprenne à plusieurs reprises. Mais vous me direz, effectivement, dans tous les livres dont on vient de parler avant, il y avait des photos, puisque à la proue, on avait des photos en ouverture, le texte de Marc Dugardin avec tes photos, et ici on se dit, ah, mais tiens, voilà un texte, il n'y a pas de photo de Muriel Claude. Et si, puisque le texte se termine, se clôt finalement, par une photo, une seule, à la fin du texte. On avait les photos d'ouverture à la proue, on a une photo qui termine le livre ici. Alors ça mérite quand même, tu l'expliques d'ailleurs dans le livre, tu en parles un petit peu, cette photo, il n'y a pas de légende, il n'y a rien. Une jeune fille, une enfant, une femme et un chien sur vraisemblablement une plage. Alors dis-nous peut-être. Alors, en fait, je vais revenir parce qu'il y a une deuxième photo, qui est la couverture du livre, qui n'est pas de moi. C'est une photo japonaise du début de la photographie au Japon. C'est une architecture qui, d'ailleurs, à certains rapports, je m'en suis rendu compte quand, comme libraire, j'ai mis les deux livres l'un à côté de l'autre sur la table. Je me suis dit, ça, c'est très étrange parce qu'en fait, il y a beaucoup de rapports entre les deux images. C'est aussi un arrangement, une construction, et il n'y a pas de figure humaine non plus là-dessus. Et donc, la photo que vous voyez ici représente un espace qui est ce qu'on appelle au Japon, dans la maison japonaise traditionnelle, le tokonoma. Et le tokonoma, c'est dans la maison japonaise le lieu où vient se placer l'ikebana, donc le bouquet. Et le bouquet, en fait, c'est une alcôve au fond d'une pièce. Alors l'image est très intéressante ici parce qu'elle est un peu de biais, mais le principe du tokonoma, c'est vraiment que toute personne qui est invitée et qui rentre dans la maison se trouve mise, placée devant, donc c'est un dispositif spatial et de regard. Donc on regarde à la fois le bouquet qui est mis devant un rouleau déroulé qui est une image. Et on met en rapport l'image, enfin quand je dis on met en rapport, celui qui regarde peut de manière très subtile, intérieurement, associer l'image au bouquet et en retirer une impression poétique de toute nature en fait. Ce n'est pas légendé, chacun peut vivre une expérience en associant le regard, l'image et le bouquet. Alors moi j'ai mis cette image-là en couverture justement parce que tout ce texte qui est un arrangement floral, je propose en fait au lecteur de venir le placer dans ce lieu qui est le tokonoma. Et l'image que je mets au fond du tokonoma et devant laquelle je viens placer tous les bouquets que j'ai construits pendant tout le livre, eh bien c'est cette image-là. Et c'est donc cette image qui décrit une vision d'été, c'est clairement en été, c'est une plage telle que nous la connaissons toutes, hein, notre côte que tous les enfants belges ont un jour fréquentée, et c'est une petite fille c'est un mouvement, deux personnages qui se rapprochent l'un de l'autre et qui vont d'ailleurs peut-être se croiser. Une petite fille avec un seau, sans doute elle est la construction d'un château de sable, et puis une femme qui vient dans l'autre sens et qui est accompagnée d'un caniche noir et qui va vers elle et qui se dirige vraisemblablement vers le bord de l'eau. C'est une image à la fois précise, en même temps elle est floue, comme beaucoup de mes images. En tout cas, les contours sont indistincts
Et donc, elle permet, d'une certaine manière, effectivement, une forme de rêverie qui nécessairement peut nous parler à tous, parce que cette image, on a vécu tous ce type de scène. Alors évidemment, moi, je peux en donner plus d'éléments, c'est-à-dire que cette image vient, je m'en explique dans le livre, d'une série de photographies que j'ai faites à partir de films. Donc ma grand-mère avait une caméra Kodak, faisait des films, et j'ai fait un travail photographique à partir du défilement de ces films sur un écran d'ordinateur. Et là, justement, j'ai utilisé la photographie numérique parce qu'elle me permettait d'être dans un geste de captation rapide. Un peu comme je faisais de nouveau défiler un paysage comme le paysage vu par la fenêtre du train, mais cette fois, c'est un paysage mémoriel. Ce sont des films qui remontent aux années 60. Et je fais des arrêts sur image et je construis des images photographiques à partir du défilement d'images. À partir aussi d'un regard qui, au départ, n'est pas le mien, puisque c'est quelqu'un d'autre qui a fait ces films. La personne, c'est ma grand-mère en l'occurrence, et c'est une façon de rentrer dans son regard et de tout à coup faire comme une poupée gigogne, je dirais, un travail de cadrage à partir de quelque chose qui a été filmé par elle, en fait. Et la dernière image... Ce sont les strates dont tu parlais Voilà. aussi, les strates mémorielles, finalement, Oui. à la fois mentales, visuelles, mais à la fois sur les supports. C'est ça qui est assez fort. Donc ce livre, effectivement, a une structure très complexe que j'ai moi-même eu... Enfin, j'ai mis pas mal de temps à la mettre en place, mais pas du tout... Je ne l'ai jamais ressentie comme artificielle, sans doute parce qu'elle correspond vraiment à quelque chose qui est très subtilement attaché à ce que je suis, à ma sensibilité, à tous ces... j'irais ce tressage que je fais entre différents... à la fois différentes pratiques, différentes sensibilités, le mélange de la toute petite enfance avec une voix évidemment de femme adulte et mûre, et tout ça se tresse peu à peu, mais l'ikebana, là, est quand même la présence principale, ce qui conduit tout le livre vers ce geste de placer un bouquet dans un espace. Et la dernière phrase du livre, « Je ne suis jamais allée au Japon, mais je pratique l'ikebana ». Alors, voilà, on a essayé de... Mais alors, il y a d'autres surprises aussi dans le livre. Je vous rappelle déjà d'ailleurs que les livres dont on vient de parler sont disponibles ici aussi, que Muriel, à la fin de la soirée, se fera un plaisir de vous les dédicacer. Mais on a parlé effectivement de ce regard, de la déambulation, de la mobilité. Je propose peut-être qu'on termine alors, Muriel, par le texte que tu voulais lire justement, que tu as publié donc dans la Libre Belgique, une sorte de carte blanche que tu publies de temps en temps. Donc ici, c'est... D'abord, je voudrais saluer la Libre Belgique, parce que c'est quand même assez remarquable qu'un journal, un des grands quotidiens de notre quotidien francophone de notre pays, accepte de publier des textes qui viennent de citoyens qui ne soient pas nécessairement de grandes signatures, de gens qui ont publié beaucoup. Et donc, j'ai fait ça d'abord au moment du Covid. Il y a eu deux textes qui ont été publiés qui s'appelaient « Un mur invisible », 1 et 2, qui était une référence à, pour ceux qui connaissent ce livre extraordinaire, qui est le livre de Marlene Haushofer, l'Autrichienne, qui a écrit ce roman un peu d'anticipation étrange, l'histoire d'une femme qui, un matin, se réveille dans un paysage de montagne assez idyllique, va se promener sur un chemin avec son chien et tout à coup se cogne le front contre un mur invisible. Ou plus exactement, elle voit d'abord son chien revenir vers elle avec le museau ensanglanté. Il y a donc un obstacle et elle s'avance et elle-même, tout à coup, se cogne à ce mur. Et ce mur, elle va tout doucement essayer de voir et d'essayer de comprendre où il commence, où il s'arrête. Elle ne pourra pas le faire. Visiblement, il est très très long. Et c'est pendant la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Probablement un séisme, une catastrophe dont on ne sait rien. Mais elle va devoir inventer une survie.
C'est un roman qui raconte une histoire de Robinson, en quelque sorte, dans un paysage de montagne autrichienne dont elle va tenir le journal. Alors moi, à l'époque du Covid, je marchais le midi dans les rues de Bruxelles, autour de la place des Martyrs où je travaille. Et donc, j'ai très vite eu envie d'écrire. Je regardais et j'ai écrit ce que je voyais. Et donc, et pour moi, ça me faisait directement penser au mur invisible. L'épidémie, ce qu'on traversait, ce qu'on vivait, c'était un mur invisible qui, d'une certaine façon, nous coupait. On était vivant, mais on était coupé de quelque chose. Et puis à partir de là, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois d'écrire encore un texte. Et chaque fois, je dois dire, et je le répète, la rubrique débat de la Libre Belgique a été très intéressée par ces textes et les a publiés d'emblée. Dans un respect de la forme aussi, ce qui n'était pas non plus évident parce que ce sont des textes qui sont écrits et qui ont leur forme propre. Et j'ai rencontré là des lecteurs tout à fait ouverts et très fins. Alors, le texte que je vais vous lire maintenant, il est très récent, donc je l'ai écrit la dernière semaine de décembre, encore une fois, lors de mes déambulations du midi. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est très bref. Je sors, j'ai 1 heure le midi pour manger, donc c'est un temps très très serré où j'accumule tout à coup une impression visuelle très forte et qui se matérialise alors sous la forme d'un texte. Alors ça s'appelle Au plaisir d'hiver, carte postale. Bruxelles, ce 25 décembre 22. Cher ami, en ces derniers jours de l'année, cette année si difficile et tragique, j'aime t'envoyer une carte postale. Non une carte de vœux, mais une carte postale avec une vue de Bruxelles. Les cartes postales sont porteuses d'images, et c'est une image que je désire te faire parvenir. Elle me semble si forte que je souhaite la partager avec toi, connaissant nos affinités de sensibilité. Comme tu le sais, en ces journées de décembre, ce sont les plaisirs d'hiver qui occupent le centre de la ville. Patinoire, marché de Noël, chalets où les passants se restaurent, se réchauffent, déambulent, entre des rangées d'objets cadeaux artisanaux ou manufacturés. Par ces temps d'économie d'énergie, les illuminations sont pourtant tout aussi présentes que les années précédentes. Je songe toujours avec un sourire à Gaston Lagaffe, le personnage célébrissime de Franquin, qui avait branché le circuit alternatif de la guirlande de son sapin sur celui de la ville, qui s'allumait et s'éteignait au rythme de celui-ci. Me promenant ces derniers jours pendant mon temps de déjeuner, de la place des Martyrs en passant par la place de Brouckère, pour me retrouver place de la Monnaie, je me suis arrêté un moment sur celle-ci. Les constructions des plaisirs d'hiver occupent l'essentiel de l'espace. Un grand chalet enneigé propose quantité de hot-dogs, gaufres, crêpes, bonbons, chouchous, nougats, mais aussi vin chaud et chocolat chaud. Plus loin, un bar d'altitude, tel un refuge de haute montagne, donne aux randonneurs et alpinistes urbains quantité de nourriture roborative. Raclette, tartiflette et autres croque-monsieur. Il est même possible de s'isoler dans de petites cabines de téléphérique, immobiles et posées sur les pavés, pour déguster certains de ces mets aux saveurs montagnardes. Des panneaux indicateurs, tels des balises de GR, informent des distances pour atteindre l'Everest et l'Annapurna. Chacun peut déposer sa paire de skis dans des râteliers prévus à cet effet. Le dépaysement est total. La foule passe de chalet en chalet, les bras chargés. J'ai alors levé les yeux pour regarder le bâtiment de la Monnaie, notre salle d'opéra, sa présence tout à coup silencieuse sur la place. Et je suis restée saisie. Entre les colonnes classiques de son portique d'entrée ont été suspendues de grandes bannières verticales qui portent à gauche et à droite d'une image centrale panoramique les inscriptions suivantes. Oui, non, mon anglais est épouvantable. La photographie qui se trouve encadrée par ces mots fonctionne comme un trompe-l'œil. Image aérienne d'un théâtre classique bombardé dans un paysage lui aussi ravagé. Ce pourrait être la Monnaie. Nous sommes tous placés devant ce qui n'est pas qu'un décor,
ce qui est une réalité qui pourrait, pourquoi pas, nous rejoindre et qui n'est pas si loin de nous. L'opéra, celui où l'on sait utiliser si parfaitement le décor pour nous emmener ailleurs par la musique, nous donne cette fois plus à voir qu'à entendre. Installation remarquable et terrible, fond de scène des plaisirs d'hiver de cette année 2022. À quelques mètres des marches de l'escalier du perron, un jeu de curling. Les projectiles sont lancés par les joueurs sur la glace, doigté et concentration. Personne ne lève les yeux, ni même les spectateurs adossés aux balustrades de bois. Personne. Je me remets en marche en pensant à toi, me disant qu'il faut que je partage ce qui est plus qu'une image, une vision. Je t'embrasse dans la nuit du solstice. Muriel Claude. Voilà, je pense que c'est une belle chute aussi par rapport à la discussion, à la vision, et puis ce côté déambulatoire dont tu parlais, toujours les yeux levés plutôt vers le ciel et aux aguets, comme le photographe. En fait, c'est un instantané, ça. Oui, il s'agit Voilà. bien d'une photographie, mais qui a pris cette forme. Voilà, mais merci Muriel pour ce Merci René dialogue. pour ta belle lecture. Merci à toi. Ouais. Et puis alors, il est temps, on a parlé de nourriture roborative, il est temps peut-être de goûter celle de la Maison de la Francité ce soir. Donc, bon appétit, comme d'habitude, vous le savez, après le repas, je vous inviterai à prendre la parole pour d'éventuelles questions, il y a un micro qui tournera. Et puis là, on pourra poursuivre la discussion avec Muriel autour des livres qui sont en vente ici. Voilà. Merci à vous, bon appétit, à tout à l'heure. Merci. Oui. Maison de la Francité.